Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de cours à distance. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe pour le mieux pour vous. Courage, ça risque d'être encore long, donc courage à vous. Voilà, donc nouvelle séance sur cette leçon sur la révolution industrielle qui va être légèrement raccourcie par rapport aux précédentes, c'est-à-dire que je vais vous demander un travail un petit peu moins long. Normalement, ça ne devrait pas vous prendre plus d'une demi-heure. Donc voilà, exceptionnellement pour cette séance de lundi. Alors, vous allez reprendre tout de suite votre cahier de cours. On va noter donc le titre de la partie suivante, après avoir vu donc les nouvelles façons de produire, rappelez-vous avec ces nouvelles machines à vapeur, les usines sidérurgiques, textiles, etc. qui s'installent dans des nouveaux bâtiments avec les ouvriers. On va aborder la question de la révolution des transports, puisque la révolution industrielle ne touche pas que les façons de fabriquer des objets, de transformer les objets, elle touche également la façon de se déplacer. Alors les déplacements, les transports de personnes bien évidemment, mais de marchandises, voire d'informations également. Donc on va découvrir tout ça d'abord à travers un petit questionnaire que vous réaliserez à partir de documents. Donc vous pouvez même déjà faire pause dans notre petite vidéo, puisque l'activité d'aujourd'hui commence par ce questionnaire. Donc rendez-vous sur mon bureau numérique comme d'habitude. Vous répondez au questionnaire, vous n'oubliez pas de le valider. Alors il n'y a que 3 questions, ça ne va pas prendre trop de temps. 5 documents, 3 questions. Alors j'espère que les documents, vous allez pouvoir y avoir accès, je croise les doigts. Si jamais il y a encore des petits soucis pour certains, parce que globalement la plupart ont réussi, s'il y a des soucis pour certains, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible pour vous envoyer les documents. Donc voilà, vous pouvez faire pause, répondre à ce questionnaire, le valider, et vous revenez ensuite dans la vidéo pour la correction et la leçon. A tout de suite. Voilà, on est de retour pour la correction de l'activité que vous avez fait, du questionnaire que vous avez fait sur mon bureau numérique. Alors, ce que vous allez faire tout de suite, en fait, c'est que la correction va se présenter sous la forme d'un je retiens. On va tout de suite réaliser la leçon à partir de la correction de ce que vous avez fait. Donc en dessous du titre, qui est toujours affiché la révolution des transports, vous pouvez mettre je retiens. Et en dessous, imaginez que c'est votre page de cahier. On va répartir cette page de cahier en un petit schéma en 3 parties. Donc première partie, on va évoquer ce qui se passait avant la révolution industrielle, on va dire jusqu'aux années 1830, même si on est déjà au début de la révolution industrielle, c'est vraiment les tout débuts, donc du coup il y a encore beaucoup de ressemblances à ce qui se passait au XVIIIe siècle. Donc avant la révolution industrielle, vous pourrez faire un grand rectangle, alors en limite vous faites un seul et même grand rectangle comme vous voulez. Donc sur la partie gauche de votre page, vous voyez que j'ai laissé volontairement toute la partie droite, les 2 tiers de la partie de l'écran sont vides pour l'instant, mais seront remplis avec deux autres rectangles. Donc vous faites pareil sur votre page, vous faites la partie gauche pour l'instant pour avant la révolution industrielle. Ou alors, autre solution, vous attendez que la correction soit faite dans son intégralité et vous recopiez tout en entier après, comme vous voulez. Donc pour ce qui se passe avant la révolution industrielle, il fallait observer le premier document, le document 1, pour voir comment on se déplaçait avant. Alors il est bien fait puisqu'il vous prend l'exemple de 3 trajets. Le trajet Londres-Édimbourg, donc 2 villes du Royaume-Uni, une ville du sud, Londres, et une ville du nord qui se situe plus précisément en Écosse, Édimbourg. Un trajet Paris-Marseille et un trajet Londres-New York, où là il faut bien sûr traverser l'Atlantique pour faire Angleterre-États-Unis. Il y a un océan à traverser. Et à chaque fois, on vous présente, vous le voyez, 2 années. Une année que l'on peut considérer comme avant ou tout début de la révolution industrielle, les prémices, donc vraiment encore une tendance un peu traditionnelle, un peu ancienne comme ce qui se passait au 18e. Et puis une deuxième date qui correspond là réellement au cœur de la révolution industrielle. Donc on est vraiment en plein 19e ou deuxième partie 19e. Donc là on est vraiment au cœur de la révolution industrielle. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour notre première partie, c'est ce qui se passe avant, ou vraiment au début de la révolution industrielle. Donc la première ligne à chaque fois pour chaque trajet. Donc si vous regardez bien, la première façon de se déplacer, notamment pour les trajets terrestres, c'est ce qu'on appelle la diligence. Alors j'espère que vous avez eu la bonne idée d'aller dans votre dictionnaire
vérifier ce que c'était qu'une diligence, ou au moins sur Internet, parce que j'imagine que vous n'utilisez plus beaucoup de dictionnaires, donc plutôt sur Internet, et vous allez tomber sur ce genre d'image. Alors une diligence, ça ressemble effectivement à une calèche, parfois vous trouverez le mot de fiacre aussi. Alors la différence peut-être avec une calèche, c'est qu'une calèche, elle n'est pas couverte, elle n'est pas fermée, elle n'a pas une petite cabine comme vous voyez ici sur une diligence. Donc une diligence, c'est une sorte de charrette équipée de 4 roues, 2 fois 2 roues, tirée par des chevaux ou un cheval éventuellement. Donc comment elle fonctionne? Comment fonctionne ce moyen de transport? Eh bien il fonctionne par l'énergie animale. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais de vous, non seulement de me donner le moyen de transport, mais également l'énergie utilisée pour ce moyen de transport. Donc premier moyen de transport, la diligence qui fonctionne avec l'énergie animale. Deuxième moyen de transport, notamment pour le trajet Londres-New York, c'est bien sûr les voiliers, les bateaux à voile. Alors là, je vous montre une belle peinture. Alors là, c'est des voiliers, carrément, c'est une bataille navale. Alors même pour des bateaux militaires, on utilisait les voiles. Pas de moteur, évidemment, encore à l'époque. Les bateaux à voile existent depuis l'Antiquité, ils se sont perfectionnés, sont devenus plus rapides, mais on est toujours au bateau à voile jusqu'à la fin du 18e, début 19e siècle, jusqu'aux années 1830, on fonctionne encore avec des bateaux à voile. Il y en a toujours bien sûr aujourd'hui, mais la plupart des bateaux pour transporter, que ce soit des marchandises ou des hommes, des personnes, ça ne fonctionne plus comme ça, on va le découvrir après. Donc là, j'attendais que vous me mentionniez donc, ces voiliers. Avec quelle énergie fonctionnent les voiliers? Bien évidemment, ils fonctionnent avec l'énergie du vent, ce qu'on appelle l'énergie éolienne. Éole, c'est le dieu du vent dans la Grèce antique. Donc voilà pourquoi on parle d'éolienne. Parfois, c'est l'éolienne que vous voyez dans les champs. Voilà pourquoi ça s'appelle éolienne, parce que Éole est le dieu du vent dans la Grèce antique. Donc l'énergie éolienne fait marcher ces voiliers. Parfois, on a des rameurs, mais vous vous doutez bien que pour traverser l'Atlantique, on ne va pas faire appel à des rameurs qui risqueraient d'être exténués à la fin d'un voyage aussi long. Donc le problème du voilier, c'est quand même que l'on dépend du vent. Donc il y a certaines saisons où le vent est moins présent, ou certains endroits du globe où le vent est moins présent. Donc vous avancez moins vite, voire vous n'avancez pas. Ça pose forcément problème. Donc ça, vous pouvez le noter dans le premier rectangle. À l'époque, donc avant la révolution industrielle, on se déplaçait, alors bien sûr à pied, je le mentionne quand même s'il n'était pas dans vos documents, bien sûr on continue de se déplacer à pied, donc là c'est l'énergie humaine. Pour les plus riches qui possèdent des chevaux ou carrément une diligence, ça va se faire comme ça pour les trajets routiers, avec l'énergie animale. Et enfin, sur mer ou sur fleuve, eh bien, ce sera avec des bateaux à voile, des voiliers qui utilisent l'énergie éolienne. Alors, deuxième partie, où là on entre vraiment dans la révolution industrielle. Vous pouvez tracer un trait de séparation et écrire pendant la révolution industrielle, donc au cours du 19e. Alors ça peut être très long, ça prend des dizaines d'années avant qu'une innovation se mette réellement en place. Vous voyez par exemple aujourd'hui la voiture électrique, ça existe depuis plus de 10 ans. Et bien c'est pas pour autant que tout le monde roule à la voiture électrique, et c'est pas pour autant d'ailleurs que dans 10 ans tout le monde roulera à la voiture électrique. Vous voyez encore que vos parents, la majorité de vos parents, roulent avec une voiture qui n'est pas électrique. Donc les innovations prennent du temps, et c'est le cas forcément au 19e siècle. Donc, mais il y a des pays aussi qui ne sont pas touchés, enfin en tout cas touchés plus tardivement que les autres. Donc la révolution industrielle, c'est tout le long du 19e siècle. Donc juste en dessous, vous pouvez noter, vous pouvez tracer un autre rectangle. Alors attendez peut-être de voir ce qu'on a à mettre dedans avant de le tracer, comme ça vous ne serez pas limité par la place. Et donc, vous voyez que je laisse encore une place à droite parce qu'il y aura un dernier petit rectangle à tracer. Donc ici, dans ce gros rectangle, on va noter les marchandises, les personnes et les informations circulent désormais grâce, elles ne circulent plus ou plus beaucoup en diligence, en voilier ou à pied. Elles vont circuler par de nouveaux moyens de transport, de nouvelles innovations. C'est le cas notamment du train. Vous avez ici une image d'un train, d'une ligne de chemin de fer, la ligne Londres-Birmingham, donc encore 2 villes d'Angleterre, vers le milieu du 19e siècle, 1845. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit la présence de cette fameuse locomotive ici à l'avant du train, vous voyez ici, et je vous ai détaillé toutes les parties de cette locomotive parce que ça va rebondir avec ce qu'on a vu la dernière fois, notamment sur la machine à vapeur.
De quoi se compose la locomotive? C'est tout simplement une machine à vapeur transformée en un moyen de transport, c'est-à-dire qu'on y retrouve ici en numéro 1 un foyer où on va faire brûler notre charbon. À côté, ce charbon qui brûle va donc chauffer cette chaudière remplie d'eau liquide. L'eau liquide, en chauffant, se transforme en vapeur. La vapeur va actionner un piston puis les roues de la locomotive. Et enfin, cette vapeur mélangée au charbon s'évacue par la cheminée ici en numéro 4. Intéressant également ce qu'on trouve derrière la locomotive. Il y a bien sûr un conducteur pour la conduire. Et il y a ce fameux chauffeur dont je vous avais parlé, le chauffeur qui est chargé, dans le deuxième wagon rempli de charbon, de remplir la chaudière, de remplir le foyer plutôt, qui est destiné à accueillir le charbon pour être brûlé. Et ensuite vient tous les wagons de voyageurs. Alors les trains, je disais, vont se développer petit à petit. La première ligne date de 1825 en Angleterre. La France va être également touchée, mais ça va se faire progressivement. Regardez ces 3 cartes qui vous montrent les lignes de chemin de fer construites en France. Vous voyez qu'au milieu du 19e siècle, 1846, on a environ seulement 1000 km de lignes. C'est très peu. Vous voyez que ces lignes sont concentrées bien évidemment autour des grandes villes, Paris, Lille, Lyon et le sud de la France, un petit peu également à Strasbourg. Mais il y a des régions tout entières, le sud-ouest, l'ouest avec la Bretagne, même la Lorraine ou la Corse, ou la partie sud-est, ne sont absolument pas concernés par ces lignes de chemin de fer. Ça va prendre du temps. Vous voyez qu'en 1870, on commence à avoir une France qui est mieux pourvue en lignes de chemin de fer. La Bretagne est enfin dotée de lignes de chemin de fer, la Lorraine aussi, vous voyez, Nancy, Metz. Et puis 1914, là, la France est totalement quadrillée par ces lignes de chemin de fer. Le chemin de fer, les lignes constituent 50 000 km dans toute la France, donc c'est énorme. Aujourd'hui, c'est moins. Pourquoi? Parce que durant le XXe siècle, si vous voulez, un nouveau moyen de transport va supplanter le train, notamment pour les petits déplacements quotidiens. Ça va être l'automobile. L'automobile, dont on reparlera un petit peu après, va remplacer petit à petit le train, en tout cas pour les petites lignes. Et ces petites lignes vont tour à tour fermer. Il y en a de moins en moins, notamment les lignes en Lorraine là, que vous voyez ici. Il y en a beaucoup qui ont fermé, dans les Vosges ou en Meurthe-et-Moselle. Beaucoup ont fermé, mais dans l'actualité récente, alors pré-coronavirus, parce qu'avec le coronavirus, je suis désolé de vous en reparler, mais on ne parle plus que de ça, c'est logique quelque part. Mais avant cette actualité-là, on parlait, c'était peut-être pas aussi présent dans l'actualité, mais certains ministres d'Emmanuel Macron, notamment le ministre des Transports, réfléchissaient à réouvrir d'anciennes petites lignes qui étaient jugées autrefois non rentables parce que pas assez de passagers, mais qui aujourd'hui peuvent être réouvertes parce qu'on se dit que le train c'est un moyen de transport économique et écologique. Bien sûr, quand vous transportez autant de voyageurs en un seul train, ce que vous ne pouvez pas faire avec une voiture ou un poids lourd, et bien vous polluez moins. Donc c'est amusant de se dire que ces anciennes lignes vont peut-être être réouvertes, ces lignes qui datent de la révolution industrielle seront peut-être réouvertes un jour. Voilà pour le train. On passe au deuxième moyen de transport que vous deviez identifier. Il s'agissait d'un transport fluvial ou maritime, le bateau, mais pas n'importe quel bateau, même si les voiliers existent toujours, vous voyez ici. Il y a de nouveaux bateaux qui vont supplanter les voiliers. Ce sont les bateaux à vapeur qu'on reconnaît ici avec cette cheminée qui crache cette fumée noire. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du bateau, on retrouve une machine à vapeur, comme on en trouvait dans les usines, comme on en trouve dans la locomotive de notre train. Ça marche exactement pareil. Donc les bateaux à vapeur font leur apparition courant 19e. Les tout premiers sont même vraiment au tout début des années 1800. Là, on est en 1869. Pourquoi on vous montre cette image? Parce que ici, c'est l'ouverture d'un canal très important, le canal de Suez, en Afrique, qui permet aux Européens, aux bateaux européens, de ne plus contourner l'Afrique pour aller en Asie, mais de traverser la Méditerranée, ce canal, puis la mer Rouge, et gagner ainsi du temps. J'en reparlerai un peu après. Donc les bateaux à vapeur, l'énergie évidemment utilisée, c'est la vapeur. Troisième mode de transport plus tardif dans ce 19e siècle, c'est l'automobile. Alors quelque chose de nouveau, parce que comme son nom l'indique, automobile, c'est un moyen de transport autonome, c'est un moyen de transport qui transporte assez peu de passagers finalement, 1, 2, 3, 4 grand maximum pour les plus grosses automobiles.
Donc c'est en cela qu'elle est autonome, hein, ce n'est pas un moyen de transport collectif, mais davantage individuel. Alors comment est née cette automobile? Eh bien avec la découverte du moteur à explosion qui fonctionne avec quelle énergie? Eh bien avec le pétrole. On en a déjà parlé lors de la leçon précédente. Alors petite anecdote également ici sur cette image, on a un certain Carl Benz. Qui est Carl Benz? Vous le voyez ici avec sa fille. Carl Benz, c'est le fondateur d'une marque qui s'appelle Benz, qui aujourd'hui n'existe plus en tant que telle, mais qui s'est associée à une autre marque qui s'appelle Mercedes. Et Mercedes, aujourd'hui, s'appelle réellement Mercedes-Benz. Vous regarderez le logo de la marque, vous verrez que c'est écrit Mercedes-Benz. Eh bien Benz, le voilà, c'est cet ingénieur automobile allemand qui crée l'une des premières automobiles à la fin du 19e siècle. Et enfin, dernière chose que vous deviez relever, ce n'est pas davantage pour transporter des marchandises ni des hommes, mais c'est pour transporter cette fois-ci de l'information. Dans ce texte, vous aviez à la troisième ligne la mention de deux éléments très intéressants où on nous explique que on peut supprimer, voire ou rapprocher au mieux les distances entre les gens pour transporter de l'information grâce à deux inventions, le télégraphe et le téléphone. Alors, j'en reviens d'abord au télégraphe. Le télégraphe a connu deux versions. Une version qu'on va appeler télégraphe optique, qui se fait avec l'œil. Vous en avez un exemple ici, regardez sur cette image. Derrière le train, à l'arrière-plan, vous avez une colline, et au-dessus de cette colline, il y a une tour. Une tour avec une espèce d'hélice, surmontée d'une espèce d'hélice. Voici un télégraphe. Alors comment fonctionne ce télégraphe? Eh bien, il fonctionne en fait avec d'autres tours installées à 10 km, 20 km, etc., etc. Ce télégraphe va actionner cette petite hélice qui va former des signaux en fonction de son mouvement. Ces signaux vont être vus à 10, 15, 20 km par une autre tour, quelqu'un qui aura une longue vue, qui regardera ces signaux. Ces signaux sont décodés, on comprend le sens, hein, quand l'hélice tourne de telle façon, on sait que ça veut dire telle chose, etc., etc. Et celui qui est à 10 km, une fois qu'il a eu le message, va lui-même, avec sa propre tour, faire ce même message pour qu'à 10 km plus loin, on ait le message, et ainsi de suite. Et comme ça évite à quelqu'un qui, auparavant, aurait utilisé un cheval, donc beaucoup plus long, pour faire le trajet entre les différents endroits. Parce auparavant, les messages se transportaient comme ça. À cheval, il y avait un postier qui passait de relais de poste en relais de poste. Forcément, c'était plus long, plus fatigant, pour le cheval comme pour l'homme. Là, on gagne beaucoup de temps avec ce télégraphe optique. Et puis, à la fin du 19e siècle, on découvre une nouvelle énergie. Vous vous souvenez du pétrole, mais il y en avait une deuxième. Une deuxième énergie, c'est l'électricité. Donc on va inventer un télégraphe électrique. Comment fonctionne-t-il? Eh bien d'abord avec un émetteur, comme ceci. Alors celui-là, on va l'appeler un télégraphe Morse. Morse, c'est le nom de son inventeur, il l'a perfectionné. Comment ça fonctionne? Eh bien, il faut appuyer ici sur ce petit bouton poussoir qui va en fait envoyer des pulsions électriques dans un fil. Alors le fil n'est pas apparent sur cette image, mais normalement il était relié à un fil. Le fil conduisait ces pulsions électriques jusqu'à un émetteur. Et sur cet émetteur, qu'y avait-il? Eh bien, il y avait un stylo ou un stylet qui marquait une page en fonction de la pulsion électrique. C'est-à-dire que si vous appuyez longtemps, le stylo faisait une marque longue, un trait assez long sur la feuille de papier. Si vous appuyez de manière brève sur votre morse, sur ici sur le bouton poussoir, eh bien votre stylo faisait des tout petits points. Alors, vous allez me dire, mais c'est un drôle de message. Eh bien, c'est de la même façon que pour le télégraphe optique, on savait le décoder. Par exemple, lorsque vous avez envie d'envoyer un message de détresse, un SOS, eh bien SOS en morse se traduit par 3 petits points, donc 3 petites pressions, tic, 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 une longue pression, tic, donc qui formait un long trait, puis à nouveau 3 petites pressions, tic, tic, tic. Donc sur votre feuille, vous aviez 3 petits points, un long trait, 3 petits points. Voilà ce qui formait donc le SOS. Donc ça c'est pour le télégraphe, qui permet d'envoyer des informations codées à un autre récepteur. On invente à la fin également du 19e siècle, 1876, c'est l'invention du téléphone. Alors ça va vous faire rire quand vous voyez ce téléphone-là, et si vous comparez à celui que vous avez dans la poche ou posé sur votre bureau,
évidemment on est très loin du smartphone. Ici, c'est un téléphone qui marche avec de l'électricité et non plus des satellites. Comment ça marche? Eh bien tout simplement, vous avez dans le combiné également quelque chose qui va réagir aux vibrations. Alors là, ce n'est pas une vibration que vous allez faire avec votre doigt, mais avec votre voix. Votre voix émet des vibrations qui vont faire vibrer une membrane, et cette membrane va déclencher une pulsion électrique qui passe par le fil et qui va arriver au récepteur et qui va retranscrire votre voix de la même façon. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'encore une fois, je ne suis pas professeur de techno, mais ce que je peux faire, c'est vous renvoyer vers un épisode de C'est pas sorcier qui s'appelle le Musée des Inventions. Vous tapez C'est pas sorcier, Musée des Inventions, et Jamy se fera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement plus technique, plus précis du téléphone. Moi, ce que je voulais que vous reteniez, c'est qu'au 19e siècle, on trouve un nouveau moyen ou des nouveaux moyens de transmettre une information, de transporter une information. C'est le télégraphe, ici à gauche, et c'est le téléphone, ici à droite. Les deux vont fonctionner avec une nouvelle énergie dont on a déjà parlé, l'électricité. Alors, dans votre cadre, vous pouvez donc noter tout ça, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez noter, première chose, donc, les marchandises et les personnes peuvent circuler grâce au train, qui fonctionne à la vapeur. Elles peuvent circuler également grâce au bateau, qui fonctionne lui-même à la vapeur, donc sur les canaux, les fleuves ou les mers. Elles peuvent fonctionner grâce à l'automobile. Donc là, c'est davantage pour les personnes que pour les marchandises. L'automobile qui fonctionne avec du pétrole. Et enfin, pour la circulation des informations, on aura donc le télégraphe et le téléphone qui fonctionnent à l'électricité. Alors, dernière chose, dernier élément que je voulais voir avec vous, ce sont les avantages ou l'avantage principal de ces nouvelles innovations, de ces nouvelles inventions, de ces nouveaux moyens de transport. Quel est ce principal avantage? Il suffisait de regarder ce premier document et de comparer le trajet avec les anciens moyens de transport. Par exemple ici pour Londres-Édimbourg ou pour Paris-Marseille, vous mettiez 80 heures en diligence pour faire Paris-Marseille. Vous ne mettez plus que 14 heures en train. Alors évidemment aujourd'hui c'est beaucoup moins, le TGV je crois permet, si je ne dis pas de bêtises, de relier Paris à Marseille en 3h30, mais rendez-vous compte, grâce à cette invention du train, même le train à vapeur, ça permet de réduire quasiment 6 fois moins, de 6 fois le trajet que l'on pouvait effectuer avant en diligence. Même chose pour le bateau, une réduction quasiment de 3 fois, de plus de 3 fois le temps entre un voilier et un bateau à vapeur. Donc ça, vous gagnez beaucoup de temps, évidemment. Vous faites un trajet moindre. C'est le cas aussi grâce aux canaux. Regardez, je vous avais dit que je vous en reparlerai. Vous voyez mieux ici. Avant le creusement du canal de Suez, le bateau devait contourner l'Afrique et parcourir, vous voyez, près de 20 000 km. D'accord ? Alors qu'aujourd'hui, les bateaux qui se dirigent d'Europe vers l'Asie, vers Mumbai en Inde, passent par le canal de Suez et ne font plus que 11 000 km, donc quasiment moitié moins. Donc c'est colossal. Voilà, donc les principaux avantages est celui-ci. Le principal avantage, c'est des trajets plus rapides, donc un gain de temps et évidemment un gain d'argent. Si vous pouvez transporter plus vite, ça veut dire qu'en 2 fois moins de temps, vous allez pouvoir transporter la même chose. Donc c'est très important pour un entrepreneur qui souhaite vendre un maximum de choses et se faire de l'argent. Donc trajet plus rapide, gain de temps et gain d'argent. Voilà, donc si vous avez besoin de faire pause pour recopier ce je retiens, n'hésitez pas. Il ne nous reste plus qu'à faire une petite conclusion et noter 2-3 dates sur la frise et ça en sera terminé pour la leçon d'aujourd'hui. Donc petite conclusion, cette révolution des transports, elle permet effectivement une première mondialisation. Alors ce mot je le mets en rouge parce que c'est un mot normalement que vous avez déjà vu, je ne vais pas écrire la définition. La mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est quand toutes les parties du monde sont interconnectées entre elles et que les échanges se font de plus en plus vite. Les échanges humains, les échanges d'informations, les échanges de marchandises. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde très très mondialisé, où toutes les parties sont connectées. Ça a des avantages et des inconvénients. Je suis désolé de reparler de notre actualité, le coronavirus.
Mais s'il se développe aussi rapidement, aussi radicalement, c'est bien sûr parce que les hommes bougent à travers la planète beaucoup plus qu'ils ne bougeaient avant. Donc c'est ça qui favorise la transmission du virus. Donc cette mondialisation elle existe bien sûr aujourd'hui, mais elle débute en partie lors de la révolution industrielle. Pourquoi? C'est grâce aux nouveaux moyens de transport, le train, le bateau, l'automobile. Tous ces échanges de marchandises, de personnes et d'informations vont s'en trouver accélérés à l'échelle mondiale. Et du coup, beaucoup de régions qui étaient isolées, je pense à l'Afrique, je pense à l'Asie, même à l'Europe de l'Est, vont entrer brutalement dans le monde moderne, vont se retrouver connectées à des régions qui étaient en avance sur ces régions isolées. C'est le cas de l'Europe ou c'est le cas des États-Unis. Alors, une fois que vous avez noté cette conclusion et que vous avez noté je le retiens avant, vous allez pouvoir reprendre votre frise chronologique. Normalement, vous en êtes là. On avait noté la conception de la machine à vapeur moderne par James Watt. On avait différencié nos deux révolutions industrielles, celle de l'âge de la vapeur et du charbon et celle de l'âge de l'électricité et du pétrole. On va ajouter trois inventions. La première, c'est le chemin de fer, ou plutôt l'ouverture de la première ligne de chemin de fer. Évidemment, la locomotive existe avant, hein, on ne l'a pas testé ce jour-là, mais c'est plus intéressant de mentionner la ligne de chemin de fer parce que le train en lui-même sans ligne ne sert à rien. Première ligne de chemin de fer en Angleterre en 1825. Ensuite, deuxième invention en 1876, c'est l'invention du téléphone, donc qui révolutionne la transmission d'informations. Et vous voyez qu'aujourd'hui on utilise toujours des téléphones, alors bien sûr très évolués, qui ne servent quasiment plus à téléphoner, hein, vu ce qu'on y fait dessus, mais les inventions, c'est ça qui est intéressant, c'est que les inventions de la révolution industrielle sont toujours présentes aujourd'hui. Le train, l'automobile, l'électricité et le téléphone par exemple existent toujours. Et enfin, dernière chose, je parlais d'automobile. Dans les années 1880, ce sont les premiers moteurs à explosion, donc inventés notamment par les Allemands ou les Américains. Hein. Ford, par exemple, va créer notamment la Ford T, une première voiture en série au début des années 1900. Donc ils seront plusieurs ingénieurs allemands, américains, notamment, à perfectionner ces premiers moteurs à explosion qui fonctionnent au pétrole pour l'automobile. Bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon courage à nouveau lors de cette période difficile. Prenez bien soin de vous.